Imaginez une pièce, des délégués autour d'une table, des dossiers, des traducteurs, des protocoles diplomatiques méticuleusement établis, une rencontre au sommet censée dénouer l'une des crises les plus dangereuses de la décennie. Et puis, avant même que les premiers mots de fond ne soient prononcés, une chaise qui racle le sol, des mallettes qui se ferment, des hommes qui se lèvent et quittent la salle. Pas d'adieu, pas d'explication publique. Juste un départ. Et dans les minutes qui suivent, à des milliers de kilomètres de là, des écrans dans les salles de trading du monde entier se mettent à clignoter en rouge. Ce départ n'était pas un geste de colère impulsif. C'était le signal que quelque chose de bien plus profond était en train de se fissurer. Quelque chose que les marchés, les gouvernements et les analystes rechignaient à admettre ouvertement. Voilà ce qui s'est passé. La délégation iranienne a quitté les négociations avant même qu'elles n'aient vraiment commencé. La cause directe, c'est une salve de menaces en provenance de Washington. Selon les informations disponibles, Donald Trump aurait prévenu que si l'Iran fermait le détroit d'Ormuz, le pays n'existerait plus. Pas de nuance, pas de formulation diplomatique soigneusement pesée. Une menace existentielle, brute, formulée comme un ultimatum absolu. Et comme si cela ne suffisait pas, il aurait ajouté que les négociateurs iraniens pourraient ne jamais rentrer chez eux. Ce ne sont pas des formules anodines, ce sont des mots qui traversent les salles de marché, les cabinets ministériels et les chancelleries avec la force d'une onde de choc. Mais la menace verbale n'était pas la seule raison de la rupture. Ce qui a fait claquer définitivement la porte, c'est une exigence d'une audace presque stupéfiante. Washington aurait demandé à contrôler 20% du flux pétrolier transitant par le détroit d'Ormuz, y compris le droit de percevoir des droits de passage. 20%. Un péage américain sur l'une des artères les plus vitales de l'économie mondiale. Pour comprendre l'absurdité de cette demande aux yeux de Téhéran, il faut mesurer ce que représente ce détroit pour l'identité géopolitique iranienne. Depuis des décennies, Ormuz est au cœur de la doctrine stratégique de l'Iran. C'est l'argument ultime, la carte maîtresse. Le point où Téhéran peut regarder le monde dans les yeux et dire « Si vous nous poussez trop loin, voilà le prix que vous paierez ». Céder un droit de regard américain sur ce passage, accepter de percevoir un loyer pour l'utilisation de ce que l'Iran considère comme son espace souverain d'influence, c'était politiquement impossible, institutionnellement inacceptable et psychologiquement inenvisageable. La délégation est donc partie, et les marchés ont compris en quelques minutes ce que cette sortie signifiait vraiment. Le détroit d'Ormuz n'est pas une simple voie maritime, c'est un goulot d'étranglement de 54 km de large, coincé entre les côtes iraniennes et omanaises, par lequel transite entre 15 et 20% de l'approvisionnement mondial en pétrole brut. Environ 1/10 des livraisons mondiales de gaz naturel liquéfié. Une artère qui nourrit l'Asie, l'Europe, les marchés en développement. Si ce couloir venait à être bloqué, même partiellement, même temporairement, l'onde de choc se propagerait à une vitesse que la plupart des gens ne peuvent pas vraiment visualiser. Les prix du pétrole bondraient. L'inflation, qu'on avait cru maîtriser, reviendrait avec une intensité redoublée, et la pression se diffuserait presque mécaniquement vers un marché encore plus sensible et plus fragile, celui des obligations d'État américaines. C'est exactement ce qui a commencé à se produire dès que les nouvelles menaces militaires ont circulé. Les prix des bons du Trésor américain ont chuté, les rendements ont grimpé sur toute la courbe des maturités. Le rendement des obligations à 10 ans a de nouveau brièvement franchi la barre des 4,5%. Ce chiffre, en apparence technique, a des conséquences bien concrètes sur la vie des Américains ordinaires. Il détermine non seulement le coût des emprunts d'État, mais aussi les taux des crédits immobiliers, des prêts automobiles, des financements d'entreprises, des crédits à la consommation. Lorsque ce rendement monte, toute l'économie américaine se serre la ceinture simultanément. Chaque point de base gagné vers le haut rend les projets technologiques, les centres de données, les grands investissements industriels un peu plus coûteux, un peu moins viables. Et dans une économie aussi endettée que celle des États-Unis, les effets se propagent rapidement, comme une fissure qui s'étend dans le béton sous la pression. La réaction de Washington après le départ de la délégation iranienne a été rapide, presque trop rapide pour sembler vraiment calculée. Les États-Unis ont assoupli une partie des sanctions contre le pétrole iranien et débloqué une fraction des avoirs iraniens gelés. Ce n'était pas de la générosité. C'était une tentative désespérée d'empêcher le marché pétrolier de s'emballer davantage, de ramener les négociateurs iraniens à la table avant que la situation ne devienne irréversible. Ce geste révèle quelque chose d'essentiel sur la position réelle de Washington en ce moment précis. Malgré les déclarations martiales, malgré les menaces existentielles, c'est le marché obligataire américain qui fixe les limites réelles de ce que les États-Unis peuvent se permettre de faire dans ce bras de fer. Les discours guerriers sont gratuits. Les conséquences économiques d'une escalade réelle, elles, ne le sont pas. Et l'Iran le sait.
Téhéran a construit depuis des années une compréhension fine des vulnérabilités américaines, une cartographie précise des points où la pression fait le plus mal. La première, c'est l'énergie. Le détroit d'Ormuz, la menace de fermeture, la capacité à faire monter les prix du brut en quelques heures et à déclencher une réaction en chaîne dans les marchés financiers mondiaux. Mais il y a une deuxième vulnérabilité, moins spectaculaire, moins visible dans les manchettes quotidiennes, mais tout aussi profonde et peut-être même plus durable. Et elle se joue sur un tout autre théâtre, celui des terres rares et des chaînes d'approvisionnement mondiales. Ici, ce n'est plus Téhéran qui tient le levier, c'est Pékin. La Chine vient de franchir une étape supplémentaire dans la guerre économique silencieuse qui se déroule en toile de fond de toutes ces crises. Pékin a ajouté deux des plus grands producteurs américains de terres rares, MP Materials et USA Rare Earth, à sa liste de contrôle des exportations. Les fournisseurs chinois n'ont désormais plus le droit de leur envoyer des biens à double usage. Et le terme « double usage » est intentionnellement défini de façon extrêmement large. Il couvre tout ce qui peut avoir une application civile et militaire, ce qui, en pratique, peut signifier une gamme extraordinairement vaste de matériaux, de composants et d'équipements industriels. Robots industriels, drones, systèmes aérospatiaux, électronique avancée, tout cela se retrouve dans le champ de tir de cette seule décision. En tout, Pékin a ajouté 10 entreprises américaines à cette liste en un seul mouvement. Si vous voulez comprendre ce qui se passe vraiment, abonnez-vous et laissez un like. Ce n'est pas une décision prise à la légère, et le moment choisi n'est pas anodin. Les pays du G7 avaient publiquement annoncé leur intention de réduire la dépendance mondiale à la Chine pour les terres rares et les aimants permanents, descendre en dessous de 60% des approvisionnements mondiaux, et ce en moins de 4 ans. Sur le papier, l'ambition était là. Dans la réalité, cet objectif est d'un irréalisme presque désarmant. Ouvrir une nouvelle mine de terres rares prend entre 10 et 15 ans, en incluant les études d'impact, les permis environnementaux, la construction des infrastructures. Construire les unités de traitement et de raffinage prend encore plus longtemps. Atteindre un rendement industriel compétitif, c'est le travail d'une génération entière, pas d'un mandat électoral. En annonçant ce calendrier aussi publiquement, les gouvernements occidentaux ont commis une erreur stratégique grave. Pékin sait maintenant exactement combien de temps les États-Unis et leurs alliés resteront vulnérables. Cette fenêtre, c'est une opportunité. Et il n'y a aucune raison pour Pékin de ne pas en profiter pleinement. Bien au contraire, chaque mois qui passe sans solution de remplacement crédible est un mois pendant lequel la Chine peut renforcer son emprise, approfondir ses avantages et exercer une pression supplémentaire sans craindre de représailles proportionnées. La raison pour laquelle la Chine domine ce secteur n'est pas géologique. Les terres rares ne sont pas rares au sens ordinaire du terme. On en trouve sur tous les continents, en quantité significative, aux États-Unis, en Australie, en Afrique, en Amérique latine. Ce qui est scarce, ce qui est véritablement difficile à reproduire rapidement, c'est la capacité de les traiter, de les purifier, de les transformer en matériaux utilisables à l'échelle industrielle. La Chine a passé plusieurs décennies à construire ses capacités. Elle a subventionné des entreprises déficitaires pendant des années, accepté des coûts environnementaux considérables que d'autres sociétés refusaient d'assumer, formé des ingénieurs spécialisés, développé des procédés propriétaires de séparation et de raffinage. Les États-Unis, pendant ce temps, ont laissé leur propre industrie de traitement s'effondrer, victime d'une philosophie qui croyait que le marché libre optimiserait toujours les décisions d'approvisionnement, que la mondialisation garantirait des prix bas à perpétuité et qu'il était plus rationnel de laisser les Chinois gérer la partie sale de la chaîne industrielle. Il ne l'a pas fait. Et maintenant, le coût de cette erreur commence à se présenter sous une forme très concrète. La statistique commerciale est éloquente. En mars dernier, les plus grands volumes d'aimants permanents chinois, à base de terres rares, étaient exportés vers l'Allemagne et la Corée du Sud. Les importations américaines d'aimants chinois, elles, avaient déjà chuté de plus de 30% par rapport à l'année précédente. Et cette chute est intervenue avant que Pékin n'ait activé ses mesures les plus sévères. Les restrictions actuelles visent des entreprises spécifiques, mais la Chine pourrait, si le conflit continue de s'aggraver, élargir ses contrôles à des secteurs entiers. Semi-conducteurs, robotique, aérospatiale, électronique grand public, équipements industriels. Toutes ces filières dépendent, à des degrés divers, d'éléments dont la Chine contrôle une part dominante de la chaîne de production mondiale. Si Pékin décide de doubler ou de tripler les restrictions actuelles, les effets se feront sentir dans presque chaque usine, chaque entrepôt,
chaque ligne de production occidentale en même temps. Les conséquences commencent à se matérialiser de façon très concrète, et Apple en est l'exemple le plus visible et le plus parlant. La société a été contrainte d'augmenter les prix de l'iPhone. L'engouement pour l'intelligence artificielle a fait monter en flèche le coût des puces mémoire. La mémoire qui équipait un iPhone 17 coûtait environ $40 par appareil. Dans l'iPhone 18, cette somme devrait atteindre environ $145. C'est une hausse de près de 300% sur un seul composant. Apple avait longtemps absorbé ses coûts, les dissimulant à ses clients derrière ses marges colossales. La compagnie a finalement admis que cela devenait intenable. Et si même Apple, avec ses réserves de trésorerie abyssales, sa capacité de négociation unique avec les fournisseurs et son pouvoir de marché sans égal, ne peut plus tenir la ligne, c'est que la pression est d'une nature systémique, pas conjoncturelle. Mais ce n'est que le premier niveau d'impact. L'iPhone contient du néodyme dans les aimants qui font fonctionner ses haut-parleurs et ses caméras. Il contient du terbium, qui produit des couleurs lumineuses et saturées sur son écran. Il contient du dysprosium, qui permet aux aimants de maintenir leurs propriétés à haute température, essentiel pour la fiabilité dans un appareil qui chauffe, qui vibre, qui tourne en permanence. La Chine contrôle une part très significative de la chaîne d'approvisionnement des 3 métaux simultanément. Si Pékin resserre encore davantage les restrictions d'exportation, les fabricants établis hors de Chine se retrouveront face à des hausses de coûts sur pratiquement toutes les catégories d'électronique de consommation en même temps. Téléphones, ordinateurs, casques audio, voitures électriques, éoliennes, équipements médicaux. Et les fabricants chinois, eux, bénéficieraient temporairement d'une protection relative, un avantage commercial direct, concret, mesurable, pendant que leurs concurrents étrangers se débattraient avec des structures de coûts en hausse incontrôlées. C'est là que la dimension stratégique de tout ceci devient vraiment troublante. Pékin ne réagit pas à chaud. La Chine prépare son économie à résister précisément à ce type de confrontation depuis au moins une décennie, avec une méthode, une cohérence et une vision à long terme que les démocraties occidentales, soumises aux cycles électoraux de 4 ou 5 ans, ont du mal à imiter. Prenez la question de la dépendance au pétrole, qui a longtemps été présentée comme le talon d'Achille chinois, le levier que Washington pourrait actionner en cas de conflit grave. Cette analyse était peut-être partiellement vraie il y a 10 ans, elle ne l'est plus aujourd'hui, et la transformation est spectaculaire. On prévoit que la demande quotidienne de pétrole de la Chine diminuera de plus de 300 000 barils dans les années à venir. Et ce n'est pas le signe d'une économie en récession, ni d'une crise financière quelconque. C'est le résultat d'une transformation délibérée, systématique, méthodiquement planifiée du mix énergétique. La Chine a massivement électrifié ses transports. Les voitures électriques y représentent désormais une part du marché automobile qui stupéfait les observateurs occidentaux. Elle installe des capacités solaires à une vitesse que personne d'autre ne peut égaler. Des gigawatts ajoutés chaque année, au point que des projections globales sur la transition énergétique doivent être révisées à la hausse presque chaque trimestre. Elle construit des réacteurs nucléaires à un rythme que l'Occident a complètement abandonné depuis les années 80. Aujourd'hui, le pétrole et le gaz ne représentent plus que 7 à 8% de la consommation énergétique totale de la Chine. Et une partie significative du pétrole que Pékin continue d'importer ne sert pas à la consommation immédiate. Elle alimente des réserves stratégiques, un coussin qui permettrait d'absorber des interruptions d'approvisionnement pendant des mois sans affecter l'économie réelle de façon critique. Si Washington essayait de jouer la carte énergétique comme outil de pression, la Chine pourrait puiser dans ses réserves stratégiques, accélérer la construction de nouvelles capacités de production d'électricité, intensifier le déploiement solaire dans les régions encore sous-équipées. Le coût porterait, ne minimisons pas les réalités physiques, mais les dommages seraient incomparablement plus limités qu'ils ne l'auraient été 5 ans auparavant. Le rapport de force n'est plus ce qu'il était, et Washington met du temps à intégrer cette réalité dans sa doctrine. Ce n'est pas une coïncidence que Pékin ait choisi ce moment précis pour frapper sur les terres rares. Les nouvelles restrictions sont arrivées juste après que le Pentagone a ajouté de grandes entreprises technologiques chinoises à sa propre liste de sanctions. La logique est limpide. Quand Washington exerce une pression là où les États-Unis ont un avantage relatif, la Chine répond dans la sphère où elle domine de façon écrasante. Ce n'est pas de l'impulsivité, c'est une réponse calibrée, qui démontre une connaissance précise des asymétries dans ce conflit. Revenons au détroit d'Ormuz, parce que c'est là que la pression se concentre à un niveau de visibilité maximale. Les déclarations américaines se font de plus en plus explicites et militarisées. Des voix officielles à Washington affirment que si l'Iran tente de contester le contrôle américain du détroit, il sera détruit. Que si les efforts diplomatiques échouent, Washington prendra le contrôle du couloir
et le gérera directement. Ce genre de déclaration peut sembler absurde par sa brutalité dans un contexte de négociation diplomatique normale. Mais elle reflète une logique interne réelle, celle d'une puissance qui se sent contrainte, qui voit son espace de manœuvre se réduire et qui compense cette réduction par l'escalade rhétorique. Le problème, c'est que la rhétorique guerrière a des effets concrets sur des marchés nerveux. Elle fait monter les primes de risque, elle pousse les rendements obligataires à la hausse, elle nourrit exactement la dynamique que Washington cherche à éviter. La pression militaire peut maintenir la navigation à court terme. Elle ne peut pas produire un accord. Et un accord, c'est précisément ce dont Washington a besoin, pas pour des raisons géostratégiques abstraites, mais pour des raisons très concrètes de stabilité financière interne et de maîtrise des coûts d'emprunt. L'Iran exige un allègement substantiel des sanctions. L'accès à ses avoirs gelés, estimés à des dizaines de milliards de dollars, des garanties financières solides et vérifiables. Et derrière tout cela plane la perspective d'un plan de reconstruction du pays, estimé à environ 300 milliards de dollars. Des États du Golfe Persique et des investisseurs internationaux seraient prêts à financer plus de la moitié de cette somme. Des entreprises japonaises et coréennes pourraient rejoindre le programme si un accord rétablit des livraisons d'énergie stables et ouvre de nouveaux marchés à l'intérieur de l'Iran. Mais pour le reste, environ 150 milliards de dollars, aucune source de financement claire n'existe encore. Et dans les calculs qui se font en coulisses, dans les conversations discrètes entre diplomates et conseillers économiques, c'est peut-être Washington qu'on regarderait pour combler ce déficit. Le problème est que les États-Unis n'ont pas les poches aussi profondes qu'on voudrait le croire. Ou plutôt, les poches existent, mais les emprunts supplémentaires ont un coût de plus en plus visible. Le marché obligataire américain est déjà sous pression, saturé de nouvelles émissions de dette. Des centaines de milliards supplémentaires signifient encore plus de bons du Trésor à écouler, sur un marché où la demande est déjà chancelante et où les acheteurs étrangers, Chine, Japon, pays du Golfe, se montrent de plus en plus sélectifs. Quand la demande faiblit, le gouvernement doit offrir des rendements plus élevés pour attirer les capitaux. Et le rendement des obligations à 30 ans dépasse déjà significativement le taux directeur actuel de la Réserve fédérale, fixé à 3,7%. Un signal que les investisseurs à long terme exigent désormais une prime substantielle pour accepter de prêter de l'argent aux États-Unis sur plusieurs décennies. Ce n'est pas banal. C'est la traduction chiffrée d'une méfiance croissante. Cette méfiance s'érode sous l'effet de plusieurs facteurs qui se superposent et se renforcent mutuellement. L'instabilité persistante des prix de l'énergie, une inflation qui refuse de disparaître complètement, l'augmentation des dépenses militaires dans un contexte global de réarmement, la montée continue des dépenses fédérales, et maintenant, la perspective de nouveaux engagements financiers massifs liés à un éventuel accord avec l'Iran. Si les rendements des obligations à 30 ans approchaient 5,5%, maîtriser les intérêts sur la dette souveraine américaine deviendrait extraordinairement difficile. Les États-Unis se retrouveraient dangereusement proches d'une spirale d'endettement classique, une configuration où les nouveaux emprunts génèrent des charges d'intérêt plus élevées, qui contraignent à emprunter encore davantage pour honorer les engagements existants, qui font monter les rendements, qui font encore monter les charges. Un engrenage silencieux, lent, mais dont la direction ne peut qu'être dans un sens. C'est le marché obligataire, pas le Pentagone, pas la Maison-Blanche, pas les déclarations présidentielles, qui fixent en réalité les limites de ce que Washington peut promettre à Téhéran. C'est pourquoi les officiels américains insistent publiquement sur le fait que la navigation à travers le détroit revient à la normale. 67 navires ont traversé le détroit en une journée, a-t-on entendu récemment. Les volumes de pétrole seraient proches des niveaux d'avant le conflit, assure Washington. Le ton est à la normalisation rassurante. Mais les données globales racontent une autre histoire. Avant la crise, le détroit d'Ormuz voyait passer entre 80 et 100 navires par jour. 60 à 67 navires, c'est un écart de 20 à 40%. Tant que le trafic ne revient pas durablement à cette fourchette et ne s'y consolide pas, le déficit d'approvisionnement en énergie ne disparaît pas. Il se comprime légèrement, il se dissimule sous des chiffres sélectionnés, mais il est là. Écrivez en commentaire où selon vous tout cela va mener, et abonnez-vous. À partir d'ici, ça ne fait que devenir plus sérieux. Sur le plan diplomatique, les deux parties ont créé des groupes de travail, se sont accordés sur des principes généraux concernant les limites du programme nucléaire iranien et l'allègement des sanctions. Mais aucune de ces avancées n'a de force contraignante. L'Iran n'a pas renoncé définitivement à sa capacité de dissuasion nucléaire,
une capacité qu'il perçoit comme l'ultime garantie de survie du régime dans un environnement régional hostile. Trump n'a pas donné de garantie claire sur le déblocage de l'ensemble des avoirs iraniens gelés. En réalité, les deux parties semblent actuellement concentrées sur un seul objectif opérationnel: maintenir le flux de pétrole en circulation tout en repoussant les décisions les plus difficiles et les plus coûteuses politiquement. C'est une stratégie qui peut stabiliser temporairement les marchés. Elle ne résout rien structurellement. Chacune des questions fondamentales, le nucléaire, les avoirs, les garanties à long terme, les droits de passage, l'architecture des sanctions, reste ouverte, non tranchée, capable à tout moment de faire voler en éclats ce fragile semblant d'équilibre. Un incident en mer, une déclaration mal calibrée, une nouvelle liste noire publiée par le Pentagone ou par Pékin, un mouvement sur les marchés qui force la main des négociateurs. Le fil qui maintient la situation ensemble est très mince, et ceux qui le tiennent savent qu'il pourrait se rompre à n'importe quel moment. Pendant que ce fil tient encore, la grande question qui plane sur tout cela reste sans réponse. Est-ce que Pékin va aller plus loin dans ses restrictions à l'exportation pour pénaliser l'Occident de ses efforts pour reconstruire des chaînes d'approvisionnement alternatives en dehors de la Chine? La réponse logique, si l'on suit la trajectoire de ce conflit commercial, est oui. Et la vraie question n'est pas de savoir si, mais quand et jusqu'où. Est-ce que Washington sera capable de stabiliser le détroit d'Ormuz sans s'engager dans un nouveau gouffre financier qui fragilisera davantage sa position sur les marchés de la dette? La pression militaire peut maintenir les apparences à court terme. Sur le long terme, elle ne se substitue pas à un accord, et un accord coûte cher. Et derrière ces questions immédiates, une interrogation plus profonde se dessine, celle que les experts évoquent à voix basse, mais que les marchés commencent à prendre dans leur modèle. Est-ce que le monde est en train de vivre une recomposition structurelle des équilibres de pouvoir, pas à travers des guerres conventionnelles avec des chars et des avions, mais à travers le contrôle des ressources critiques, des chaînes logistiques, des dettes souveraines et des flux d'énergie? C'est une guerre d'un genre nouveau, qui ne fait pas de bruit, qui ne produit pas d'images spectaculaires pour les chaînes d'information en continu, mais dont les conséquences sur la vie de centaines de millions de personnes pourraient être aussi profondes que n'importe quel conflit armé. Ce qui se passe aujourd'hui ne ressemble pas à une crise qui va se résoudre proprement, avec une signature, une poignée de main et des déclarations triomphales. Ça ressemble à une crise qui change de forme, qui s'approfondit, qui migre d'un théâtre à l'autre au gré des mouvements des uns et des autres. Hier, c'était une salle de négociation vide et un détroit parcouru de tensions. Aujourd'hui, c'est une liste de 10 entreprises américaines frappées d'embargo commercial par Pékin, une série de restrictions sur les terres rares, qui commence à peser sur les usines et les chaînes de production mondiales. Demain, ce pourrait être une restriction étendue à des secteurs entiers, un mouvement silencieux sur les marchés obligataires qui dépasse un seuil psychologique critique, une hausse de prix à la consommation qui frappe des centaines de millions de personnes ordinaires qui ne comprennent pas encore pourquoi leur téléphone, leur voiture, leur électroménager coûtent soudainement plus cher. Le coût principal peut-être n'est pas encore venu.